Donc rebonjour, pour ceux qui n'étaient pas là hier, je m'appelle Benoît Félix, je suis infirmier en santé publique et je fais la prévention des risques sexuels auprès des publics vulnérables. On va partir en Bourgogne maintenant, si vous voulez bien. Donc afin de compléter et de diversifier la découverte des actions et des dispositifs qu'on a voulu comme étant pertinents et originaux, et en particulier en région, le comité d'experts a souhaité valoriser un programme à grande échelle de formation et de renforcement des compétences. Et c'est le CREAI de Bourgogne, l'ITEP 21 et UGCAM qui en sont à l'origine sur un financement de l'ARS. Et bien évidemment, une fois de plus, l'humain a besoin d'être rassuré. L'humain a besoin d'être rassuré pour pouvoir agir en toute sérénité, surtout sur des terrains qui sont liés à l'intime. D'où l'importance, évidemment, de la formation et la mobilisation de tous les professionnels qui s'avèrent nécessaires. Cette formation, elle est nécessaire, évidemment, comme une étape vers des actions concrètes et utiles. On se posera la question, d'ailleurs, de savoir si les professionnels doivent être formés malgré eux, contraints ou pas à la formation, ou est-ce qu'il faut se limiter à du volontariat. C'est un élément dont on discutera aussi ensemble. Donc, les actions concrètes et utiles, c'est la finalité, bien sûr, et si possible dans la durée. On y reviendra, ce sera un des débats aussi. Est-ce que les projets ne sont pas trop souvent liés, ou les actions plutôt, à des personnes ? Et c'est nécessaire et c'est utile, c'est le cœur, hein, et que dès que ces personnes s'en vont ou sont démobilisées, ben, les actions et les projets partent avec elles. La question de la pérennité peut se poser. Et donc, un gros projet donc, qui va nous être présenté de Bourgogne. Et on va faire un focus plus particulier sur une des actions que ce projet a permis. Pour mesurer les effets justement sur le terrain, on va aller dans un petit village, une petite ville qui s'appelle Fenay, à 20 km au sud de Dijon, c'est ça grâce à l'ITEP 21, qui concrètement a bénéficié de ce programme et qui va nous en parler un petit peu plus. Alors là où c'est intéressant aussi, c'est qu'on retrouve la pluridisciplinarité. Moi qui suis infirmier, je suis sensible. Hein. On a des infirmiers, infirmières qui sont impliqués, des psychologues évidemment, des pédiopsychiatres, même des juristes, je crois, vous nous en parlerez plus. Et je vais vous laisser la parole. Qui commence ? Oui. Voilà, c'est bon. Vous voulez le faire vous-même ? Oui, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Mathilde Lécuyer. Je suis conseillère technique au CREAI Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, nous menons une action de formation auprès des professionnels des établissements médico-sociaux depuis 4 ans maintenant. Et donc, c'est de cette action dont je vais vous parler. Et puis ensuite, je laisserai la parole aux professionnels de l'ITEP qui, eux, ont participé à ce programme et ont mené un projet concret pour qu'ils puissent vous le présenter par la suite. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question de pourquoi une formation de plus. Voilà, c'est vrai qu'on le rappelait hier, hein, c'est un sujet qui, depuis quelques années, est très en vogue. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées, donc voilà, ça peut questionner de ce côté-là. Effectivement, oui, il y a de plus en plus de colloques, d'ouvrages, d'éléments à ce sujet. Néanmoins, nous, le constat qu'on a pu faire sur le terrain, parce qu'au niveau du CREAI, on fait beaucoup d'interventions dans les établissements médico-sociaux, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait beaucoup de questions éthiques, juridiques, cliniques, pratiques qui persistaient, hein, malgré toutes ces publications, tous ces colloques. Et donc pas mal de professionnels en manque de repères. Ça, c'est un premier élément de contexte. Le deuxième, c'est qu'on a eu la chance que l'Agence régionale de santé de Bourgogne, l'ARS, en 2011, a lancé un appel à projet sur la thématique vie affective et sexuelle et handicap en établissement, donc avec pour objectif d'améliorer la qualité de vie des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un handicap mental accompagnées dans des établissements médico-sociaux. Et donc, on s'est positionné sur cet appel à projet pour proposer une formation-action. Voilà, c'est la forme que ça prend. Alors, une formation-action à destination, je précise, des professionnels des établissements médico-sociaux. Pourquoi des professionnels ? Parce que, tout simplement, là aussi, hein, un constat qu'on a pu faire, c'est que ces derniers étaient en manque de repères et que, parfois, la formation était la première occasion de parler de cette thématique encore un peu taboue, vie affective et sexuelle. Et donc voilà, nous sommes partis du principe qu'il était prioritaire, en tout cas dans un premier temps, hein, on espère faire évoluer les choses et on est en train de les faire évoluer, mais de s'adresser déjà aux professionnels
afin que les droits et libertés des personnes soient respectés en la matière. Quand je dis que les professionnels en parlaient peu ou avaient peu de réponses, il y a des exemples très concrets. Je pense à un IME notamment que j'ai accompagné et dans lequel tout simplement le fait de laisser deux jeunes regarder la télé côte à côte, bras dans les bras, sur le canapé dans l'unité de vie, ça posait de grandes questions et ça faisait débat avec des réactions des professionnels particulièrement hétérogènes et certaines pas forcément légitimes. D'autres fois, c'est les jeunes eux-mêmes qui amenaient des questions en disant « mais voilà, nous on était au collège aujourd'hui, on a vu deux jeunes qui s'embrassaient ». Alors là, c'était vraiment la révolution en revenant du collège, parce qu'à l'IME, c'était quelque chose de complètement inconcevable. Et là, c'est même les jeunes qui interpellent les professionnels sur cette thématique « mais pourquoi pas nous, pourquoi pas comme les autres ?» Donc voilà, ça c'est autant de constats qui ont fait que l'une des priorités du programme, c'est bien de s'adresser dans un premier temps aux professionnels et de leur donner des repères communs, notamment par le biais des écrits institutionnels, c'est-à-dire livret d'accueil, règlement de fonctionnement, etc. Alors quand je dis s'adresser aux professionnels, et c'est important de le préciser, c'est bien à tous les professionnels, pour répondre aussi un petit peu à la question de Monsieur Félix, c'est-à-dire que dans le programme, dans chacun des établissements, on organise à minima une demi-journée de sensibilisation sur la thématique vie affective et sexuelle. Et cette demi-journée de sensibilisation, elle s'adresse bien à tout le personnel. Bon, vous imaginez bien que ce n'est pas toujours possible d'avoir tout le monde. Je pense notamment aux ESAT où il y a des obligations de production et donc on ne peut pas libérer tout le monde. Mais bon, on insiste sur le fait quand même qu'il est nécessaire d'avoir un maximum de professionnels présents, toutes catégories confondues. Parce que, effectivement, oui, ça peut surprendre qu'on demande au personnel des services généraux d'être présent, mais pas pour nous, parce que on part du principe que c'est des professionnels qui interviennent sur les lieux de vie des personnes, qui vont voir des choses, qui vont se rendre compte de certains changements et qui ont leur place à jouer en la matière, notamment en termes d'alerte, parfois des équipes, et puis aussi l'importance de les sensibiliser aux questions du respect de la vie privée. Les chauffeurs aussi, je pense à eux. Des fois, on nous dit, mais bon, il n'y a pas forcément besoin de faire venir vraiment tout le monde. Si, on sait bien que le véhicule, c'est un huis clos qui va permettre d'échanger plus facilement. On n'est pas en face à face. Ça permet plus facilement la confidence. Et c'est important aussi pour ces professionnels de se sentir prêts à recueillir ces confidences-là et à en faire quelque chose. Alors, sur le comment on a mis ça en œuvre, je vous le disais tout à l'heure, donc ça prend vraiment la forme d'une formation-action. On insiste vraiment là-dessus, formation-action, parce que c'est important de pouvoir outiller les professionnels à la fois sur des apports théoriques, des présentations d'outils, mais aussi des présentations de partenaires régionaux, locaux, même si des fois, malheureusement, le nombre de partenaires est un peu restreint. Souvent, le principal partenaire, ce sont les centres de planification. Après, au-delà, ça devient un peu plus compliqué. Donc, les outiller sur des supports, des ouvrages, des films, des partenaires, et puis aussi de les épauler dans la conception et la conduite d'un projet très concret, comme vous le verrez tout à l'heure avec l'ITEP de Daumois. Alors jusqu'à présent, c'est 92 établissements sur la région qui ont participé à cette action avec 4 sessions différentes, une par an. Alors les établissements, c'est des publics très divers. On a à la fois des établissements pour enfants, IME, ITEP, CME, donc le champ du polyhandicap, et à la fois des établissements pour adultes, ESAT, foyer, etc. Donc MASFAM cette année, vous verrez que ça nécessite quelques ajustements. Ce que je n'ai pas précisé, ça apparaît sur le diapo, mais c'est très important de le dire, c'est que ce projet, alors là je le représente, mais on est 3 partenaires à avoir uni nos forces pour le construire, le co-construire. Donc il y a effectivement le CREAI Bourgogne-Franche-Comté qui est porteur de ce projet, mais avec 2 partenaires, l'IREPS de Bourgogne et le service prévention de la Mutualité Française Bourgogne. Et c'est important de le souligner parce que ça apporte une pluralité de points de vue essentielle pour que ce type de programme fonctionne sur le long terme. Alors, je parlais de formation-action. Très simplement, très rapidement, il y a plusieurs étapes
elles ont changé au fur et à mesure des années parce qu'on s'est rendu compte que voilà, on essaie de l'améliorer tous les ans le programme. En tout cas, le préalable, c'est l'ensemble des établissements médico-sociaux de Bourgogne qui reçoivent un courrier leur indiquant qu'ils peuvent s'inscrire à un programme financé par l'ARS sur la thématique vie affective et sexuelle. C'est un programme d'accompagnement d'1 an. On leur explique les différentes étapes et on insiste dès à présent sur le fait que, effectivement, ça ne va pas nécessiter d'engagement financier de leur part, mais bien un engagement éthique, moral sur cette question, libérer du temps pour les professionnels. Voilà, c'est pas juste s'inscrire pour faire bien auprès de la RS, hein. Ça nécessite quand même un plus gros engagement que celui-là. Et notamment un engagement des cadres, hein, on le disait un petit peu tout à l'heure en aparté. Alors, à minima, il faut que les cadres laissent les équipes faire, hein, laissent carte blanche. Dans l'idéal, c'est vrai que qu'ils puissent être moteurs, c'est là que ça se passe quand même encore mieux parce que les professionnels sont encouragés, stimulés. On a bien vu des exemples dans les témoignages d'hier. Donc, une première journée dans ce programme de formation-action qui s'adresse uniquement aux cadres. Cette première journée, sur la première session, on ne l'avait pas organisée. On était parti directement avec l'ensemble des professionnels parce qu'on s'était dit, bon, les cadres, c'est bon, ils sont au courant de ces thématiques-là, de la législation. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait été un peu naïfs sur le coup et que c'était indispensable que de reposer un certain nombre de principes fondamentaux avec les cadres et notamment sur les aspects juridiques. C'est là qu'il y avait le plus de questions, notamment sur les questions de recours à une assistante ou à un assistant sexuel, hein, comme on le disait juste avant. Beaucoup de questions là-dessus. En IME ou dans les structures pour enfants, mais des questions sur les poursuites possibles si toutefois deux mineurs avaient une relation sexuelle, y compris consentie. Quelle poursuite pourrait mener les parents? Voilà, des choses comme ça. Et puis on a été aussi quand même très surpris, c'est important de le dire là-dessus, par le fait que finalement les établissements étaient peu au clair sur les démarches à entreprendre en cas de violence sexuelle, notamment sur une des personnes accompagnées, au-delà du dépôt de plainte bien sûr, mais ça ne se limite pas à ça. Donc ça nécessitait de reprendre un peu les choses. Ensuite, je vous l'ai dit, il y a une demi-journée de sensibilisation pour tout le personnel. Et puis, ensuite, une formation de 2 jours pour les personnes ressources. Donc là, c'est 2 personnes volontaires par établissement, 2 ou 3, et qui viennent. Et sur ces 2 jours, on apporte des éléments psychosociaux, juridiques, éthiques, cliniques, etc. Et les professionnels doivent déjà ressortir avec un début de projet. Hein, c'est le but quand même de cette formation. Ensuite, on se revoit quelques mois plus tard pour faire le point du projet entre plusieurs équipes. Et puis, en parallèle, on mène un accompagnement. Alors, les projets, vous aurez un exemple tout à l'heure, mais ce qu'on peut dire, c'est que les réalisations sont très hétérogènes, hein. Certains ont mené des groupes de parole, d'autres, je pense à un CME qui a travaillé sur la chanson de Linda Lemay, L'Éternel Enfant. D'autres ont fait venir des troupes de théâtre, on fait des soirées débats autour de films, etc. De nouveaux partenariats qui se sont créés. Ça, c'est vraiment très riche. Simplement pour conclure, hein, là, voilà, vous voyez une photo. On a organisé aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais un colloque qui a réuni près de 300 personnes. Donc c'est preuve que voilà, le sujet intéresse beaucoup, mais une fois de plus, les professionnels. Quand je vous disais qu'on essaie d'évoluer là-dessus, c'est parce que le 1er décembre prochain, on va organiser à Dijon, non plus un colloque, mais un forum, un peu, qui s'adresse en priorité aux personnes en situation de handicap accompagnées dans les établissements, avec différents ateliers, leur permettre de circuler, etc. Les professionnels peuvent aussi, bien sûr, les accompagner, mais la cible première, cette fois-ci, ce seront bien les personnes accompagnées. Donc les indispensables, je vous le disais, il faut être plusieurs à porter le projet pour ne pas s'essouffler. Et puis, il faut être bien accompagné, c'est-à-dire que nous, on a fait appel à plusieurs spécialistes. Vous l'avez vu, les publics qu'on a accompagnés sont particulièrement hétéroclites. On a à la fois du secteur du polyhandicap, de la déficience intellectuelle, des troubles du comportement, de l'autisme, etc. Donc à chaque fois, tous les ans, on essaie d'être épaulé par des spécialistes, par Sheila qui était là, par d'autres, par Denis Vaginet avec qui on a beaucoup travaillé, par le docteur Juzo pour le polyhandicap, bref, par un certain nombre de professionnels. Ça, c'est indispensable d'ajuster, sans quoi voilà, on serait complètement à côté de la plaque. L'importance de mobiliser l'équipe, cadre et professionnel, j'y reviens pas, mais
quand même, hein, vraiment, le risque, s'il n'y a pas cette mobilisation-là, c'est que petit à petit, la question de vie affective et sexuelle ne soit plus abordée que quand il y a un problème dans l'institution. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Nous, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est une dynamique qui soit pérenne, qui soit sur le long terme. Là, l'importance aussi qu'il y ait des professionnels mobilisés, vous en verrez un exemple tout à l'heure, c'est aussi indispensable. Pour autant, il faut aussi avoir une vigilance à ce que ces personnes-là, ces professionnels, ne soient pas stigmatisés. Je me rappelle, lors du colloque là, dont je vous ai montré une photo, une éduque d'IME qui animait des groupes de parole et qui disait « Mais moi, j'en ai un peu marre quand même qu'on m'appelle la Madame Zizi de l'établissement ». Hein, parce que c'est ce que ça amenait au sein des équipes, etc. Donc voilà, il faut aussi être vigilant sur ces points-là et que ça reste bien l'affaire de tous. Voilà, là, ça c'est une formation, hein, vous voyez comment ça se passe en petits groupes. Et puis, donc, en ce qui concerne les freins à la reproductibilité, ben, nous, on n'en voit pas vraiment. Hein, au contraire, l'objectif aussi de notre témoignage, c'est d'essayer de mobiliser d'autres agences régionales de santé partout en France pour que de tels programmes puissent se développer et à une si grande échelle. Néanmoins, peut-être, voilà, ce à quoi on réfléchit, ce qui pourrait être encore amélioré, c'est peut-être de prévoir un soutien pluriannuel. Parce que ce qu'on a pu constater sur les 92 établissements, tous ne sont pas allés au bout du projet. Un an, l'année d'accompagnement, c'est juste le temps, on connaît, hein, le temps institutionnel est long, c'est juste le temps pour formaliser le projet. On va guère plus loin sur cette première année d'accompagnement. Donc l'idéal serait sans doute 2 ou 3 ans de suivi qui permettrait, voilà, avec un regard extérieur, un professionnel extérieur, de relancer les choses avec des échéances, parce que sans quoi le risque est grand que ça tombe un petit peu à l'eau. Et puis, ben, voilà, la reproductibilité, je le disais, elle n'est possible qu'à condition aussi d'avoir un financement, celui de l'Agence régionale de santé pour nous, peut-être d'autres ailleurs, mais sans quoi cette action n'aurait pas pu être possible. Voilà, je passe tout de suite la parole, puisque je crois que j'ai pris déjà un petit peu trop de temps, aux professionnels de l'ITEP, une infirmière et un coordonnateur pédagogique, donc, qui font partie des 92 établissements, c'est l'un des 92 établissements, et qui, eux, vont vous présenter leur public, parce que c'est souvent un public qui est sous-représenté dans ces questions vie affective et sexuelle, et handicap, et leurs projets. Voilà. Bonjour, Marc Renard, donc je suis enseignant spécialisé et coordonnateur pédagogique à l'ITEP 21, donc à côté de Dijon. Par rapport à ce qu'on a vu hier, en discutant dans la salle, je trouvais qu'il était important de repréciser un petit peu ce que c'était que l'ITEP et quels jeunes on peut accueillir. Donc on est bien dans le champ du handicap psychique, hein, du trouble du comportement, de la relation et de la socialisation, mais avec des jeunes qui ont une potentialité cognitive qui est préservée. Alors, par rapport à cette question de la sexualité, j'ai envie de dire que tout déborde à l'ITEP. Hein. On est bercé au va te faire foutre, va te faire enculer, je te baisse par tous les trous, je t'ai vu dans Jackie et Michel, etc. Alors, force est de constater que la famille Sardou s'est reconvertie. Il a fallu qu'on trouve un certain nombre d'actions à mettre en place. Alors, en amont du travail qu'a présenté ma collègue, c'est une réflexion qui, je dirais, une petite dizaine d'années, qui a été insufflée par ma collègue infirmière, par l'équipe de l'infirmerie, et puis qui petit à petit s'est ralliée avec différents champs professionnels. Donc à travers ces 10 dernières années, plusieurs actions ont été mises en place. Alors un travail avec le centre de planification qui, par rapport à notre public était pour nous insatisfaisant. Il y a eu des ateliers de photolangage qui ont été mis en place avec une psychologue et une infirmière et un éducateur. L'intervention d'un médecin scolaire par le biais d'un programme canadien que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Mon corps, c'est mon corps, destiné à prémunir les enfants des abus sexuels pouvant venir d'un inconnu, mais aussi d'un proche parent ou d'une personne en qui il a toute confiance. Alors, l'inconvénient de ce programme, c'est qu'il est vieillissant. Il date de 1986. On trouve tout ça sur Internet. Voilà. On partait aussi du constat qu'au sein de notre projet d'établissement, il était précisé qu'il était interdit de toucher le corps de l'autre.
Voilà, donc ça, c'est des choses qui aussi nous ont fait réfléchir. Donc, suite au travail mené par le CREAI, on a décidé de composer ce qu'on appelle un COPIL, un comité de pilotage, composé, donc, comme je le disais tout à l'heure, d'une infirmière, d'enseignants, d'éducateurs, de psychologues, avec le choix de ne pas mettre de cadre de direction au sein de ce COPIL. Donc à travers ce comité de pilotage, on a décidé de travailler sur 2 axes, à la fois le champ des professionnels et puis à la fois sur le champ des usagers, des jeunes de l'établissement. Alors l'idée du projet était de viser des choses simples, pas d'objectifs inatteignables, en prenant le temps de faire les choses et en contextualisant les choses et surtout en partant du vécu et de faire l'état des lieux. Alors, je présente moi la partie du travail qu'on a fait auprès des professionnels et je laisserai ma collègue parler du travail auprès des jeunes. Par rapport donc à ces professionnels, on a décidé de mettre en place une journée à destination de tous les professionnels donc de l'ITEP, hors cadre de direction toujours, pour... L'idée était de pouvoir libérer aussi la parole autour d'un théâtre d'improvisation. Donc en amont de cette journée-là, on avait proposé un questionnaire à tous les professionnels, un questionnaire qui était anonyme et qui permettait de recueillir des situations qui avaient pu leur poser question, voire problème, à travers cette thématique qui était la nôtre. Je vous donne un exemple. 2 enfants sont surpris dans la cabane du petit bois en train de se montrer leur pénis. L'éducateur a d'emblée une vision malsaine de la situation. Donc cette petite scène a été jouée par le théâtre d'improvisation. Et puis derrière, nous sommes appuyés sur le travail d'un juriste et d'un pédopsychiatre pour reprendre cette situation-là, pour l'étayer et pour débattre. Voilà. L'idée était de se dire vraiment les choses simplement, de débattre, de repositionner les choses dans le cadre légal aussi, parce que parfois on a peur de ce qui se passe. On prête parfois, l'adulte projette souvent sa propre sexualité alors que l'enfant, lui, n'en est pas dans ce développement de maturité. Voilà. Et la juriste, elle, pour reprendre le cas que je citais tout à l'heure, lui avait plutôt une position de dire est-ce qu'on doit signaler, qui prévenir, et puis évidemment, est-ce que ce qu'on a décrit là, est-ce que c'est si inquiétant? Voilà. Je vais laisser la parole à ma collègue pour qu'on puisse enchaîner. Alors ça, c'était la première année. Et la deuxième année, une fois que les personnels avaient été sensibilisés à la question, on est intervenu auprès des enfants. Donc, on avait fait un constat, c'est qu'il n'y avait pas de discussion concernant la sphère affective et sexuelle dans les familles. Et du fait de leur parcours scolaire chaotique, ils n'avaient pas accès aux 3 séances annuelles obligatoires à l'école. Et que souvent, dans la population que nous accueillons à l'établissement, les enfants sont ou victimes ou témoins de violences sexuelles. Donc le but recherché, c'était que les jeunes puissent se projeter dans une sexualité responsable et heureuse. Donc on accueille des enfants de 8 à 20 ans aussi, peut-être, ça vous donne une notion un petit peu de l'âge des enfants. Voilà. Alors ce qu'on voulait faire, c'est... On a repris éduquer. Alors éduquer, c'était accompagner ces enfants et croire à leur capacité d'évolution, qu'ils avaient des choses à apprendre et des choses à nous apprendre aussi, que rien n'était figé. Et qu'il était important aussi qu'ils vivent une relation de confiance. Donc on ait confiance en eux, qu'ils aient confiance en nous, et puis que leur estime soit étayée. Donc ce qu'on a constaté, c'est que déjà il y avait une méconnaissance de leur corps et de celui de l'autre. Alors l'anatomie, physiologie. Alors les jeunes filles, elles sont perdues, elles ne savent pas combien elles ont d'orifices. Vraiment, il y a des questions qui sont très étonnantes pour des jeunes filles qui ont une quinzaine d'années. Voilà. Donc c'est vrai que les risques de grossesse, avec quelles pratiques. Donc toutes ces questions-là étaient abordées en faisant un petit peu donc toute l'anatomie et la physiologie des garçons et des filles. On travaillait aussi en binôme, donc c'est-à-dire qu'on a respecté la parité, il y avait un homme et une femme. Et on avait choisi aussi d'intervenir dans le cadre de l'école, puisque l'école est un cadre rassurant qui est posé, et ça permettait d'apaiser un petit peu les tensions des jeunes. Ce qu'on a perçu aussi, c'est qu'il
la première rencontre avec la sexualité, suite aux tablettes, à Internet, c'était par la voie de la pornographie. Donc c'est vrai que les enfants ont accès à ça. Oui, alors je vais redire l'essentiel. Oui, je sais bien. Oui, voilà. Donc en fait, voilà, c'était reprendre en fait dans la réalité, que la pornographie leur faire comprendre que ce n'est pas forcément la réalité, leur proposer d'autres scénarios. On a beaucoup travaillé aussi sur la notion d'intimité, parce que souvent les limites au niveau des enfants est mal connues ou inconnues, pas de notion de pudeur, pas de notion de distance. On a aussi repris le poids de la culture, de la religion. Et ce qui était particulier chez ces enfants-là, c'est qu'ils ont souvent un sentiment de ne pas être à la hauteur, baisse de l'estime de soi, et qu'à travers la pornographie, c'était souvent dans la performance et la relation. Ils ne voyaient pas la relation entre la tête, les pensées, entre le cœur, les émotions et la vibration du corps, donc ils n'arrivaient pas à faire le lien. Et je pense que c'est important aussi, je vais conclure là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, être ado en 2016, en France, c'est vivre une relation à l'autre avec d'autres outils qu'à l'époque de notre propre adolescence, il n'existait pas, que les relations se nouent d'une façon différente et qu'il faut vraiment qu'on en ait conscience pour pouvoir les toucher. Voilà. Bien, merci. Tout ça nous parle, je crois, vraiment. Et merci aussi d'avoir mis des visages. Hein. Merci d'avoir mis des visages aux jeunes pour lesquels on travaille. Au niveau des tabous et des freins, on va faire très vite parce qu'on va devoir passer aux questions. Vous l'avez mis en évidence. Hein, la question, c'est aussi celle de rassurer les cadres pour que justement ça ne devienne pas des freins. Rassurer, c'est aussi sur le terrain juridique, on l'a vu. Je rappelle qu'on est un pays de liberté. Souvent, les questions qui sont posées, c'est est-ce que c'est autorisé, est-ce qu'on a le droit? La question souvent, ça doit être est-ce que c'est interdit surtout? Tout est autorisé, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc il vaut mieux se poser la question si quelque chose est interdit par le droit et de vérifier peut-être même que les règlements intérieurs correspondent au droit, parce que souvent, on s'est rendu compte qu'ils ne respectent pas le code pénal et qu'il y avait des interdits dans les règlements intérieurs, de structures souvent d'obédience religieuse au départ, qui allaient au-delà du droit, ou pas que. D'accord. Après, on a vu que le contexte social peut faire quand même qu'il y a un risque de démobilisation. Actuellement, on ne sait pas trop où on va, hein, compte tenu des coûts, des actions et de la formation, des baisses de budget. Ça n'a pas trop été abordé, mais je crois que ça peut être le frein de nouveaux projets et ça peut aussi être un élément de démobilisation de certains et de certaines. Voilà, on va passer aux questions. Je laisse la parole.